Je m'appelle Ethan, j'ai 33 ans. Quelques semaines à peine avant le jour où je devais remonter l'allée et épouser l'amour absolu de ma vie, les membres de ma propre famille se sont présentés à ma porte, frappant sur le bois comme s'ils essayaient de la défoncer à main nue. Et alors que je me tenais là, physiquement épuisé d'avoir porté toute cette famille sur mon dos pendant des années, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a exigé que j'annule mon mariage. Il m'a dit que mon jeune frère méritait plus que moi d'être sous le feu des projecteurs. Ma maman s'est littéralement tenue sur mon propre porche, me riant au nez et accusant ma fiancée de m'avoir transformé en monstre. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient complètement. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais déjà établi des limites juridiques en béton avec une avocate impitoyable. Ils n'avaient aucune idée que leur précieux garçon d'or était sur le point de faire face aux conséquences graves et écrasantes de sa propre fraude financière, une décision qui allait détruire efficacement le petit monde de fantasmes qu'ils avaient construit pour lui. Et maintenant, ce sont eux qui laissent des messages vocaux désespérés pour implorer un pardon qu'ils n'obtiendront jamais. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et au fait de tenir tête aux membres toxiques d'une famille. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a vraiment commencé. Les coups contre la porte étaient incessants. C'était un mardi soir, juste après 19h. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres sombres et agressives sur les pelouses tondues de notre quartier de banlieue tranquille. Clara et moi venions de finir de dîner. Nous étions assis sur le tapis du salon, entourés de plans de table, de compositions florales et d'une pile massive d'invitations de mariage qui nécessitaient un affranchissement final. C'était censé être une soirée calme et productive. Nous avions tous les deux effectué des gardes épuisantes à nos emplois respectifs. J'avais récemment obtenu une promotion dans mon entreprise, ce qui signifiait un meilleur salaire, mais aussi des semaines de travail éreintantes de 60 heures. Nous essayions d'économiser le moindre dollar supplémentaire, renflouant nos comptes pour ne pas avoir à nous soucier de l'hypothèque pendant notre lune de miel. Puis il y a eu ce bruit. Ce n'était pas un coup poli de voisin. C'était le choc lourd, agressif et arrogant de poing contre du chêne massif. Je me souviens avoir regardé Clara. Ses yeux se sont agrandis, mais elle n'a pas paniqué. Clara ne panique jamais. Elle a simplement posé son stylo, sa posture se raidissant défensivement. Je me suis levé, sentant un œuf froid et lourd se former au fond de mon estomac. J'ai marché dans le court couloir, les lattes du plancher grinçant légèrement sous mon poids, et j'ai regardé à travers le judas. Elle était là, ma mère, Evelyne. Son visage était rouge de colère, ses lèvres serrées en une ligne fine et furieuse. Elle portait son collier de perles coûteux, celui qu'elle mettait toujours lorsqu'elle voulait projeter une image de supériorité banlieusarde. Derrière elle se tenait mon père, Arthur, les bras croisés sur la poitrine comme un videur prêt à jeter quelqu'un d'un club. Égaré de travers au bout de mon allée, bloquant le trottoir, le moteur tournant encore et les phares brillant directement dans les fenêtres de mon salon, se trouvait mon jeune frère Julien. Il avait 26 ans, assis sur le siège conducteur, faisant défiler son téléphone, prenant à peine la peine de lever les yeux pour regarder le chaos que ses parents provoquaient en son nom. J'ai ouvert la porte, gardant la chaîne verrouillée pendant une fraction de seconde avant de soupirer et de la défaire. Je suis sorti sur le porche, fermant la porte doucement mais fermement derrière moi pour préserver Clara de toute la toxicité qui s'apprêtait à déborder. Je connaissais ce scénario par cœur. Je l'avais vécu toute ma vie. L'air frais de l'automne a fouetté mon visage, mais cela n'a absolument rien fait pour refroidir la chaleur immédiate qui émanait de ma mère. Avant même que je ne puisse dire bonjour, elle a lancé son attaque. Sa voix était tranchante, traversant le bourdonnement tranquille du quartier comme une sirène. Elle a exigé de savoir ce qui n'allait pas chez moi. Elle a exigé de savoir pourquoi j'humiliais la famille devant tous nos parents éloignés et nos amis de la famille. Elle m'a demandé comment je pouvais être si incroyablement, si indiciblement égoïste. Mon père s'est avancé juste derrière elle, utilisant sa taille pour tenter de m'intimider. Il a pointé un doigt épais et calleux vers ma poitrine. Il m'a dit que je me comportais comme un enfant gâté. Il m'a dit que je leur devais le respect pour m'avoir élevé. Il m'a dit que je devais corriger cette erreur monumentale immédiatement avant de gâcher complètement la vie de mon frère et de briser la réputation de la famille. Il parlait du mariage. Plus précisément, il parlait du fait que je venais de désinviter chacun d'entre eux. Je me tenais là sur le porche. J'ai regardé les planches de bois que j'avais peintes de mes propres mains.
J'ai regardé les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. En Amérique, on nous vend cette image impeccable et manufacturée de la famille. On nous vend les parfaits dîners de Thanksgiving avec la dinde dorée, les pyjamas de Noël assortis, les parents qui vous encouragent lors de la remise des diplômes, les familles qui pleurent de pure joie lorsque vous trouvez enfin la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. On nous répète sans cesse que le sang est plus épais que l'eau. On nous dit que la famille est tout. Mais personne ne vous avertit jamais que, parfois, le sang n'est qu'un liquide lourd et étouffant qui vous noie. Personne ne vous dit que, parfois, les personnes qui vous ont donné la vie sont les mêmes qui essaient de vous la vider. J'ai regardé les yeux furieux et calculateurs de ma mère. J'ai regardé le regard déçu et autoritaire de mon père. J'ai regardé vers le bas de l'allée, vers Julien. Il conduisait actuellement une voiture pour laquelle j'avais personnellement co-signé le contrat de location. Il mettait de l'essence dans cette voiture en utilisant une carte de crédit pour laquelle je l'avais renflouée à 2 reprises afin de lui éviter le recouvrement. Il se tenait sur ma propriété durement acquise, une maison que Clara et moi avions achetée grâce à nos propres investissements immobiliers et nos économies, en exigeant que je sacrifie mon bonheur ultime pour son ego fragile. Il disait que je détruisais la famille. Il disait que je nous déchirais pour une querelle insignifiante. Mais la vérité absolue, c'est que je ne détruisais rien de réel. Je venais simplement de donner un énorme coup de massue à l'illusion dans laquelle il m'avait forcé à vivre pendant plus de 30 ans. J'arrêtais enfin, et définitivement, le flux sans fin de ma propre énergie, de mon propre argent et de ma propre santé mentale dans leur puissant fond d'exigence. Je n'ai pas crié sur eux ce soir-là. Je n'ai pas fait de crise de colère. Je ne suis pas entraîné dans la dispute hystérique qu'ils désiraient tant. Je les ai juste regardés avec un calme terrifiant, car pour comprendre pleinement comment nous en étions arrivés à ce moment explosif de rupture relationnelle sur mon Porsche, il faut comprendre l'ampleur de la trahison qui y a conduit. Il faut comprendre les décennies de conditionnement, l'abus financier et la manipulation émotionnelle qu'il a fallu pour que je craque enfin. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une hémorragie lente et agonie, et la blessure finale et fatale s'est produite exactement 1 an plus tôt, lors de ce qui était censé être le jour le plus heureux de toute ma vie. Je pensais savoir qui ils étaient, mais la profondeur de leur dépravation allait me choquer au plus haut point. C'était la fin du printemps, exactement 1 an avant l'incident du Porsche. Le temps était absolument parfait, le genre de journée de printemps américaine claire et fraîche qui vous donne l'impression que tout est possible. J'avais planifié la demande en mariage pendant 6 mois éprouvants. Clara et moi avions loué une petite cabane rustique au bord d'un lac isolé, complètement hors réseau. Pas de réseau cellulaire, pas de mails professionnels urgents, pas de SMS frénétiques de ma mère exigeant que je répare le routeur Wi-Fi, et absolument aucun drame familial. C'était juste nous deux, une bouteille de vin cher que j'avais gardée pendant 2 ans, et le bruissement calme et paisible des pins. Nous étions ensemble depuis 5 ans, 5 longues, belles et stimulantes années. Clara m'avait soutenu à travers mes changements de carrière chaotiques. Elle était là lors de ses propres nuits d'études épuisantes pour ses examens professionnels avancés. C'est elle qui me tenait la main aux funérailles de mon grand-père, alors que mes propres parents étaient trop occupés à se disputer avec les avocats au sujet de sa succession et de son héritage pour réellement faire son deuil. Et plus important encore, elle avait enduré les exigences infinies, épuisantes et ridicules de ma famille. Clara était mon ancrage. Elle ne s'est jamais plainte lorsque je devais soudainement quitter notre dîner d'anniversaire plus tôt parce que ma mère prétendait avoir une urgence médicale grave, qui s'avérait miraculeusement n'être rien de plus qu'un pneu crevé et un besoin d'attention. Clara n'a jamais levé ses beaux yeux au ciel quand mon père m'empruntait nonchalamment $300 sur mon salaire pour couvrir ses cotisations de club de golf, sachant pertinemment qu'il ne me rembourserait jamais. Elle se contentait de me tenir la main, de prendre une profonde inspiration et de me soutenir silencieusement. Quand je me suis enfin agenouillé au bord de l'eau alors que le soleil se couchait sur les montagnes, ma voix a tremblé. J'avais tout un grand discours préparé. Je l'avais répété dans le miroir 100 de fois. Mais au moment où j'ai plongé mon regard dans ses yeux, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'elle était ma véritable maison et que je ne voulais plus jamais vivre ailleurs. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Elle a dit oui. C'était le moment le plus pur, le plus simple et le plus profond de joie que j'ai jamais connu en 32 ans d'existence. Nous sommes rentrés en ville le lendemain, débordant d'adrénaline et d'excitation. Nous avons commencé le processus de planification presque immédiatement. Clara est incroyablement pratique et je suis un maniaque absolu des feuilles de calcul. Nous voulions un mariage qui nous ressemble, élégant, chaleureux et entouré par la nature.
En moins de 2 mois de recherche, nous avons trouvé le lieu parfait. C'était un domaine historique magnifique à environ 1 heure de la ville. Il y avait d'immenses chênes centenaires, un grand patio en pierre et un charme calme et élégant qui donnait l'impression de remonter le temps. Nous avons rencontré le gérant du domaine, un homme plus âgé nommé Monsieur Sterling, qui s'est montré professionnel et gentil. Nous avons versé un acompte important et non remboursable. C'était une grande partie de notre compte d'épargne joint, mais nous pensions que cela en valait totalement la peine. Nous avons bloqué notre date pour le 2e week-end de mai. Le temps serait doux. Les fleurs de printemps seraient en pleine éclosion. Dans nos esprits, c'était parfait. Nous avons envoyé les cartons de réservation de date à la fin du mois d'août. Nous nous attendions à l'afflux habituel de félicitations. Mes amis m'ont appelé immédiatement en criant d'excitation au téléphone. La famille de Clara a envoyé un magnifique et immense bouquet de fleurs avec une carte écrite à la main exprimant leur joie de m'accueillir officiellement dans leur famille. Mes parents, eux, sont restés totalement silencieux pendant 3 jours complets. Le 4e jour, j'étais assis à mon bureau, profondément absorbé par l'examen d'un contrat immobilier complexe pour le travail, lorsque mon téléphone a vibré. L'identifiant affichait le nom d'Evelyne. J'ai répondu à la 2e sonnerie, m'attendant sincèrement à des excuses tardives, peut-être légèrement dramatiques, pour ne pas avoir appelé plus tôt. Au lieu de cela, sa voix est parvenue à travers le haut-parleur, tendue, crispée et dégoulinante de cette douceur passive-agressive caractéristique qu'elle utilisait toujours comme une arme lorsqu'elle était sur le point d'exiger quelque chose de totalement insensé. Elle m'a demandé comment se passait le travail. Elle a posé des questions sur la météo en ville. Puis, elle a pris une longue inspiration théâtrale. Elle m'a dit qu'elle avait reçu l'enveloppe du carton d'invitation par la poste. Elle a fait une pause. Elle s'attendait à ce que je prenne les devants pour lui demander avec enthousiasme si elle aimait le design ou si elle avait hâte de voir le lieu. Je suis resté complètement silencieux. Je connaissais ce jeu. C'est alors que le coup près est tombé. Elle m'a dit que le mois de mai n'allait tout simplement pas convenir à la famille. Elle a suggéré, sur un ton qui ressemblait beaucoup plus à un ordre de cadre d'entreprise qu'à celui d'une mère aimante, que Clara et moi devions repousser le mariage. Elle a nonchalamment évoqué la fin juillet ou même le mois d'août comme de meilleures options. J'étais stupéfait. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches, fixant d'un œil vide la feuille de calcul lumineuse sur l'écran de mon ordinateur. Je lui ai demandé pourquoi diable nous déplacerions un mariage qui était déjà légalement réservé, contractuellement signé et pour lequel un acompte important avait été versé. Elle a soupiré. C'était ce lourd soupir de martyr souffrant qui signifiait que je me montrais intentionnellement difficile et déraisonnable. Elle a expliqué que mon jeune frère Julien allait enfin être diplômé de l'université au début du mois de juin. Elle a dit que c'était une période incroyablement sensible pour lui. Elle a dit qu'il avait travaillé si dur au fil des ans et qu'il avait absolument besoin de l'attention exclusive de toute la famille pour célébrer dignement son exploit monumental. Elle a affirmé, comme s'il s'agissait d'une vérité universelle incontestable, qu'organiser un mariage à peine 3 semaines avant sa remise des diplômes allait complètement lui voler la vedette. Cela le ferait se sentir éclipsé. Cela gâcherait son moment spécial. J'ai senti une grosse veine palpiter intensément sur ma tempe. Je me suis levé de mon fauteuil ergonomique et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon bureau à domicile. Laissez-moi vous donner un contexte crucial sur le soi-disant exploit monumental de mon frère Julien. Julien a 26 ans. Il a commencé sa première année d'université à 18 ans, comme tout le monde. Au cours de ces 8 années d'agonie, il a changé de spécialité 6 fois différentes. Il a officiellement abandonné ses études à 2 reprises. Il a vidé à lui seul l'intégralité du fonds d'études que mes parents avaient méticuleusement épargné pour nous deux. Et lorsque cet argent a été complètement épuisé, ils ont carrément réhypothéqué la maison familiale pour payer ses frais de scolarité exorbitants hors de l'État, sous prétexte qu'il avait désespérément besoin de se trouver sur les plages de Californie. Lorsqu'il a inévitablement échoué dans ce programme coûteux, il est revenu s'installer dans sa chambre d'enfant, vivant complètement sans payer de loyer, et a passé 2 années entières à essayer de devenir un influenceur de style de vie sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, je suis allé dans une université publique locale abordable. J'ai travaillé dans des équipes de nuit éreintantes dans un entrepôt logistique pour payer mes propres frais de scolarité, spécifiquement pour éviter des prêts étudiants écrasantes. J'achetais mes manuels d'occasion. Lorsque mon père s'est brièvement retrouvé sans travail lors de la dernière grande récession,
j'ai discrètement reversé une partie importante de mon maigre salaire pour les aider à payer l'hypothèque afin qu'ils ne perdent pas la maison. Quand Julien a maximisé 3 cartes de crédit différentes pour acheter des vêtements de marque et des tables VIP dans des boîtes de nuit qu'il ne pouvait pas se payer, ma mère a littéralement sangloté sur mon canapé, me suppliant de tout rembourser pour que sa précieuse cote de crédit ne soit pas définitivement ruinée. Comme un idiot, je l'ai fait. J'ai même co-signé le bail de sa voiture actuelle parce que son crédit était toujours un désastre complet, et qu'il prétendait avoir besoin d'un véhicule fiable pour se rendre à son tout nouvel emploi, un emploi qu'il a rapidement quitté exactement 3 semaines plus tard parce qu'il affirmait que le directeur du magasin était toxique et ne respectait pas sa vision créative. J'avais passé toute ma vie d'adulte à servir de distributeur automatique personnel à cette famille, de filet de sécurité financière et de punching ball émotionnel. Et maintenant, ma propre mère me demandait nonchalamment d'annuler le lieu de mon mariage de rêve, d'abandonner des milliers de dollars d'acompte durement gagnés et de réouvrir tout mon avenir pour que Julien puisse avoir un défilé d'1 mois pour avoir enfin obtenu un diplôme générique en communication d'une université en ligne prédatrice. J'ai dit absolument non. J'ai gardé une voix parfaitement calme, refusant de lui donner la réaction émotionnelle qu'elle cherchait à provoquer. J'ai expliqué clairement que le lieu était fermement réservé. L'acompte massif était entièrement non remboursable. Clara et moi avions choisi notre date et nous nous y tenions. J'ai souligné logiquement que mon mariage avait lieu en mai et sa remise des diplômes en juin. Il n'était même pas dans le même mois civil. Le silence à l'autre bout du fil a été glacial. La température de la conversation est tombée à un zéro absolu. Elle m'a dit, d'une voix dégoûtante de venin, que j'étais très décevant. Elle a dit que je manquais d'empathie familiale élémentaire. Puis, sans un mot de plus, elle m'a raccroché au nez. Ce fut le début officiel de la mise à l'écart. Au cours des mois d'agonie qui ont suivi, ma famille a pratiquement disparu de ma vie. Mon père a arrêté de répondre à mes SMS concernant le football du dimanche. Ma mère a opportunément oublié d'inviter Clara et moi au barbecue familial annuel de la fête du travail, une tradition à laquelle nous assistions depuis des années. Nous avons dû l'apprendre en voyant les photos de famille publiées sur Facebook. Julien était au premier plan sur chaque photo, une bière artisanale à la main, entouré de tantes et d'oncles attentionnés, savourant toute l'attention. Cela a fait mal. Je ne vais pas rester assis ici à vous mentir en disant que j'y étais totalement insensible. Cela m'a laissé un grand vide douloureux dans la poitrine. On passe toute sa vie à faire tout exactement comme il faut, on joue le rôle du fils responsable et fiable, et on s'attend à ce que, lorsque vient enfin son tour d'être célébré, quand on trouve enfin son propre bonheur, il soit là pour vous. Pétés ils ne le sont pas. Ils ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de votre compte en banque ou de votre main-d'œuvre. Clara m'a vu lutter contre ce rejet. Elle ne m'a jamais poussé à couper les ponts, mais elle n'a jamais cherché d'excuses pathétiques à leur comportement atroce non plus. Elle a juste continué à planifier notre magnifique journée, en s'assurant que je sois profondément impliqué dans les dégustations de gâteaux et les sélections de musique acoustique, me gardant ancré dans la réalité de la vie que nous construisions ensemble. Je pensais sincèrement que le silence radio était leur seule arme. Je pensais qu'ils finiraient par bouder, par surmonter leur colère fabriquée et qu'ils se présenteraient au mariage en affichant des sourires forcés pour les appareils photo. J'avais tellement tort, et c'était extrêmement dangereux. Le traitement par le silence n'était que l'échauffement. La véritable tempête destructrice a frappé juste au moment de Thanksgiving, et elle a apporté un niveau de cruauté dont je ne les aurais jamais cru capables. L'invitation pour Thanksgiving n'est pas venue sous la forme d'un appel chaleureux ou d'une carte festive. Elle est arrivée par un SMS groupé impersonnel de ma mère. C'était bref, dénué de toute chaleur, mais techniquement, c'était une invitation. Clara et moi avons débattu pendant 3 jours pour savoir si nous devions y aller ou non, mais le conditionnement à la culpabilité au sein d'une famille toxique est profondément ancré. On se répète constamment que ce n'est qu'un seul dîner. On se dit qu'on peut avaler l'ambiance extrêmement pesante et les piques passives-agressives pendant juste quelques heures pour maintenir la paix. Nous sommes allés dans une boulangerie haut de gamme, avons acheté une tarte artisanale coûteuse et avons choisi une bouteille de vin de qualité supérieure, essayant désespérément de tendre une branche d'olivier. Lorsque nous sommes entrés dans la maison de mes parents, la tension dans l'air était si épaisse qu'on pouvait physiquement s'étouffer. La salle à manger était décorée avec soin avec la vaisselle des grands jours. Mes tantes et mes oncles étaient déjà là, discutant doucement. Julien était affalé sur le canapé du salon, jouant à un jeu vidéo bruyant sur son téléphone. Il nous a complètement ignorés à notre arrivée,
ne prenant même pas la peine de lever les yeux de son écran. Ma mère s'est approchée de nous, a pris le vin coûteux avec un sourire forcé et crispé, n'a pas dit merci et a immédiatement tourné le dos pour aller dans la cuisine. Nous nous sommes finalement assis pour dîner. Pendant les 20 premières minutes épuisantes, la conversation a tourné entièrement autour de Julien, de sa prochaine remise de diplôme, de la fête massive et coûteuse que mes parents prévoyaient d'ouvrir pour lui dans le jardin. Et des offres d'emploi très lucratives qu'il avait censément déjà en vue, dont je savais pertinemment qu'elles étaient entièrement inventées. J'ai mangé ma dinde sèche en silence, serrant fermement la main de Clara sous la table. Cela ne me dérangeait pas de jouer les seconds rôles. J'y étais habitué. J'avais été le personnage secondaire dans l'histoire de la vie de Julien pendant 26 ans. Mais mon père a posé sa lourde fourchette en argent sur son assiette avec un cliquetis sonore. Il s'est raclé la gorge. Toute la table est devenue silencieuse. Les tantes ont arrêté de chuchoter. Les oncles ont baissé les yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux depuis le bout de la longue table. Il a annoncé à voix haute et devant toute la famille élargie que ma mère et lui avaient longuement discuté du calendrier pour le printemps à venir. Il a déclaré, de sa voix la plus autoritaire, qu'organiser un mariage et une remise de diplômes universitaires à des dates si rapprochées représentait tout simplement une charge financière et émotionnelle trop lourde pour la cellule familiale. Il m'a regardé droit dans les yeux, dénué de toute chaleur paternelle, et a dit, « Ethan, ta mère et moi pensons qu'il est préférable que toi et Clara annuliez le mariage pour le moment. Mettez-le simplement en pause. Laisse à Julien le temps de briller. Vous pourrez passer à la mairie l'année prochaine ou organiser une petite fête dans le jardin quand les choses se seront calmées. C'est la bonne chose à faire pour ton frère. » La salle à manger était plongée dans un silence de mort. J'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. J'ai regardé mes tantes et mes oncles, des gens qui m'avaient vu grandir. Absolument personne n'a croisé mon regard. Ils ont tous fixé intensément leur purée de pommes de terre. Ils savaient que cela allait arriver. Ce n'était pas une suggestion spontanée. C'était une embuscade soigneusement orchestrée et préméditée. J'ai regardé ma mère. Elle hochait la tête en signe d'accord vigoureux, me fixant avec cette expression écœurante et pleine d'attente d'une obéissance totale. Elle croyait vraiment, sincèrement, que j'allais simplement baisser la tête et dire « d'accord ». Elle pensait que je regarderais la femme que j'aimais, que je lui dirais que notre mariage de rêve était officiellement annulé et que je sacrifierais à nouveau notre joie pour le garçon d'or. J'ai tourné lentement la tête et j'ai regardé Clara. Son beau visage était parfaitement composé, arborant un masque de neutralité polie, mais ses yeux brillaient de larmes de pure humiliation non versées. Elle était assise dans une maison pleine de gens qui la rejetaient ouvertement, sans vergogne. Il lui disait ouvertement que son mariage, son avenir et ses sentiments ne comptaient absolument pour rien comparé à un grand bébé de 26 ans finissant enfin ses devoirs en retard. Quelque chose a rompu au plus profond de ma poitrine. Ce ne fut pas une rupture bruyante, explosive ou théâtrale. Ce fut une rupture froide, silencieuse et chirurgicale d'un cordon invisible qui m'avait lié à ces personnes toxiques pendant 3 décennies. J'ai calmement posé ma serviette en lin sur la table. Je me suis levé, repoussant ma chaise. J'ai regardé mon père, puis ma mère, et enfin Julien, qui affichait un sourire narquois derrière son verre d'eau en cristal. Je leur ai dit, d'une voix très calme, très basse et dangereusement posée, que le mariage aurait lieu exactement à la date que nous avions choisie. Je leur ai dit que nous ne le déplacerions absolument pas, que nous ne l'annulerions pas, et que nous n'allions certainement pas faire un mariage au rabais pour plaire à leur délire. J'ai ensuite regardé directement mes parents et je leur ai dit que, puisqu'assister à notre mariage représentait manifestement un fardeau émotionnel et financier si important pour eux, je les déchargeais officiellement de ce fardeau. Je leur ai dit devant tout le monde que leurs invitations étaient définitivement annulées. Ils n'étaient plus invités. Ma mère a poussé un soupir dramatique, portant sa main à son collier de perles comme si je l'avais frappé physiquement. Mon père s'est immédiatement levé, le visage virant au violet de rage, criant que je manquais de respect à la hiérarchie familiale sous son propre toit. Je ne suis pas resté pour écouter le reste de son discours fatigué et répété. J'ai aidé Clara à enfiler son manteau d'hiver, et nous avons franchi la porte d'entrée pour sortir dans la nuit froide, laissant la tarte et le vin coûteux derrière nous. Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence étouffant pendant les 15 premiers kilomètres. Les lampadaires défilaient sur le pare-brise. Puis, Clara a doucement tendu le bras au-dessus de la console centrale et a touché mon bras. J'ai garé la voiture sur le bas-côté de la route déserte, j'ai coupé le contact et j'ai complètement craqué.
J'ai serré le volant en cuir jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches et que mes mains me fassent mal, la colère pure et le chagrin profond me submergeant par vagues brutales et étouffantes. Clara n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle ne s'est pas plainte de l'extrême humiliation publique qu'elle venait de subir. Elle a simplement détaché sa ceinture de sécurité, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que nous allions nous en sortir. Dès le lendemain matin, agissant par pure adrénaline et clarté d'esprit, j'ai commencé à passer les appels nécessaires. J'ai appelé le gérant du domaine, Monsieur Sterling, et je lui ai dit que nous devions ajuster immédiatement notre liste d'invités. Nous réduisions drastiquement le nombre de convives de 40 personnes, uniquement du côté de ma famille. Nous revoyions à la baisse la commande du traiteur. Nous supprimions tous les éléments familiaux inutiles pour nous concentrer uniquement sur les amis et les proches qui soutenaient réellement notre union. Je pensais naïvement que c'était la fin de la bataille. Je pensais qu'en les retirant simplement de la liste des invités, j'avais chirurgicalement retiré le cancer. Au lieu de cela, ils allaient activement tenter de ruiner tout ce qu'il me restait. 2 jours après le désastre de Thanksgiving, mon téléphone a sonné. C'était mon cousin Oliver. Oliver et moi avions grandi très proches. Il était de quelques années mon aîné, un chef talentueux qui essayait désespérément de lancer son propre restaurant haut de gamme. Il s'est montré incroyablement compatissant et chaleureux au téléphone. Il m'a dit qu'il était profondément désolé de la façon dont Thanksgiving s'était déroulé. Il a dit que mes parents avaient complètement dépassé les bornes et que Julian était un gamin gâté et arrogant qui avait besoin d'une bonne leçon. Il m'a dit qu'il nous soutenait pleinement, Clara et moi, et qu'il avait hâte de célébrer notre amour avec nous en mai. J'ai senti une immense vague de soulagement m'envahir. Enfin, quelqu'un dans cette famille chaotique faisait preuve d'un peu de bon sens et de décence. J'ai baissé ma garde. Je me suis confié à lui. Je lui ai dit à quel point ces années d'abus financiers m'avaient fait du mal, à quel point j'étais fatigué d'être traité comme un paillasson. Il a écouté patiemment, a offert des conseils qui semblaient judicieux, et nous avons raccroché en très bons termes. Moins de 24 heures plus tard, mon téléphone a commencé à exploser sous les notifications incessantes. Oliver avait publié un long texte décousu et incroyablement public sur Facebook. Il m'avait malicieusement identifié, ainsi que mes parents, Clara et la moitié de la famille élargie. Il avait écrit un essai profondément dramatique et hautement mensonger sur la tristesse de voir comment le succès professionnel et l'argent changent une personne. Il affirmait publiquement que j'avais abandonné ma famille aimante parce que je pensais bêtement que mon salaire me rendait supérieur à eux. Il m'accusait d'être un narcissique de manuel qui tentait agressivement de gâcher la remise des diplômes de son frère par pure jalousie d'enfance profondément ancrée. Il terminait ce post viral en déclarant qu'il se tenait fièrement aux côtés de mes parents au cœur brisé pendant cette trahison familiale dévastatrice, et qu'il déclinait formellement son invitation à mon mariage en guise de protestation. J'ai fixé l'écran lumineux, le sang glacé. Cela n'avait aucun sens logique. Je venais de lui parler. Il venait de me dire qu'il me soutenait. Il m'a fallu 3 appels téléphoniques frénétiques à des amis communs et quelques recherches pour découvrir la vérité révoltante. Oliver avait désespérément besoin d'un prêt commercial important pour obtenir un emplacement de choix pour son nouveau restaurant. Il avait été catégoriquement rejeté par 2 grandes banques en raison d'un mauvais dossier de crédit. Mon père, Arthur, avait une somme d'argent substantielle bloquée dans un plan d'épargne retraite et quelques investissements liquides. Mon père avait secrètement proposé un accord ignoble à Oliver, Arthur co-signerait légalement le prêt commercial et fournirait les fonds de démarrage initiaux, mais en échange, Oliver devait me dénoncer publiquement, prendre parti pour la famille et participer à la campagne de dénigrement. Oliver m'avait littéralement vendu pour un bail de restaurant. Il avait pris notre conversation privée et vulnérable, l'avait malicieusement déformée et l'avait jetée directement au loup uniquement pour obtenir son financement immobilier. La trahison était si profonde, si calculée, qu'elle m'a rendu physiquement malade. Je n'ai pas commenté sa publication. Je ne l'ai pas appelé pour hurler ou exiger des explications. Je suis allé calmement dans les paramètres de mon téléphone, j'ai bloqué son numéro définitivement, j'ai bloqué ses profils sur les réseaux sociaux et j'ai immédiatement retiré son nom de la liste des invités du mariage. Mais les dégâts dévastateurs étaient déjà faits. Le post d'Oliver a été l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Ma mère l'a immédiatement partagé sur sa propre page, y ajoutant ses propres émojis en pleurs et des commentaires dramatiques sur son cœur de mère complètement brisé en 1000 morceaux. La famille élargie, le groupe paroissial prompt au jugement, les voisins de l'association de quartier.
Tout le monde s'est acharné sur la publication. Le récit était définitivement figé. J'étais le méchant riche, arrogant et endoctriné qui avait abandonné les siens, et mes parents étaient les victimes tragiques et aimantes d'un abus filial. Le décor était planté pour leur attaque finale et désespérée. Les retombées explosives et immédiates de la publication traîtresse d'Oliver sont précisément ce qui nous ramène au moment que j'ai décrit au tout début de cette histoire. Les coups incessants contre la porte, l'embuscade agressive sur mon Porsche. Lorsque mes parents et Julien se sont présentés ce mardi soir-là, ils surfaient sur la vague de leur tout nouveau statut de martyr d'Internet. Ils se sentaient profondément dans leur bon droit. Ils pensaient sincèrement m'avoir acculé dans un coin sans issue. Ils croyaient que la honte publique intense infligée par la communauté me forcerait à m'effondrer, à ramper à leurs pieds, à m'excuser pour mes limites et à leur remettre le contrôle de mon mariage sur un plateau d'argent. Debout sur ce Porsche, face à la fureur hurlante de ma mère et à l'intimidation physique de mon père, j'ai ressenti un sentiment étrange, terrifiant et incroyablement libérateur de clarté totale. La peur de leur désapprobation, qui m'avait habité toute ma vie, avait complètement disparu. La culpabilité profondément ancrée qu'ils avaient semée en moi depuis l'enfance s'est évaporée dans l'air froid de la nuit. Mon père a pointé son gros doigt vers ma poitrine et m'a dit que j'étais une honte absolue pour le nom de la famille. Il a proclamé haut et fort que je leur devais tout ce que j'avais accompli. Je l'ai regardé, et ma voix n'a pas tremblé, pas même d'un iota. Je lui ai demandé de définir exactement ce que je lui devais. J'ai demandé à voix haute, de manière à ce que les voisins d'en face puissent m'entendre, si je lui devais pour la fois où j'avais payé la dette de carte de crédit de 10 000 $ de Julien pour qu'il n'ait pas à faire face à un procès massif d'une agence de recouvrement. Je me suis tourné vers ma mère, qui me foudroyait du regard, et je lui ai demandé si je lui devais pour les 6 mois d'agonie où j'avais entièrement pris en charge le paiement de leur hypothèque afin qu'elle n'ait pas à piocher dans son précieux fonds de vacances en Europe. J'ai pointé directement Julien du doigt, qui se tenait toujours lâchement assis sur le siège conducteur de la voiture, et j'ai demandé à voix haute si je lui devais pour la location de voitures coûteuses dont j'étais actuellement légalement responsable parce que sa cote de crédit était totalement irrécupérable. J'ai exposé chaque reçu financier là, sur le Porsche. J'ai énuméré les montants, les dates, les sauvetages. Ma voix résonnait clairement dans la rue calme de la banlieue. Le visage de ma mère est rapidement passé d'un rouge furieux à une pâleur maladive et terrifiée. Mon père a lentement abaissé son doigt accusateur, son assurance s'effondrant instantanément. Ils étaient tout à fait habitués à ce que je préserve les apparences pour maintenir la paix. Ils dépendaient entièrement de moi pour cacher leur linge sale et protéger leur image publique impeccable. Ils ne s'étaient jamais attendus à ce que j'étale leur incompétence financière devant tout le quartier. Je leur ai dit qu'ils n'étaient plus ma famille. Je leur ai dit qu'ils n'étaient rien de plus que des parasites financiers qui ne m'aimaient que lorsque mon portefeuille était grand ouvert et que mes limites étaient inexistantes. Je leur ai dit que s'ils osaient un jour remettre les pieds sur ma propriété, j'appellerais immédiatement la police pour les faire arrêter pour violation de domicile et harcèlement. Puis, sans attendre de réponse, je me suis retourné, je suis entré chez moi et j'ai fermement verrouillé la serrure de sécurité. J'ai regardé tranquillement à travers les stores du salon alors qu'ils restaient là sur le Porsche, dans un silence choqué et paralysé pendant une bonne minute. Ils se sont regardés, complètement vaincus, avant de retourner péniblement à la voiture de Julien et de s'en aller dans la nuit. Je suis retourné dans le salon et je me suis assis lourdement sur le sol à côté de Clara. Elle a immédiatement entouré mon cou de ses bras, posant son menton sur mon épaule, me ramenant à la réalité. Nous sommes restés assis là, dans la maison silencieuse, entourés des magnifiques préparatifs de notre mariage. C'était incroyablement lourd, presque comme des funérailles pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Mais j'avais aussi l'impression de pouvoir enfin respirer pour la première fois de ma vie d'adulte. Le poids étouffant avait disparu. Mais le silence qui a suivi était totalement trompeur. Ce n'était que le calme étrange au centre de l'ouragan. Au cours des semaines suivantes, Evelyne a intensifié de manière agressive sa campagne de victimisation sur les réseaux sociaux. Elle publiait de vieilles photos jaunies de moi enfant, écrivant des légendes profondément manipulatrices sur la façon dont le petit garçon doux et obéissant que j'étais lui manquait, avant que je ne sois corrompu par des influences extérieures. Elle insinuait lourdement auprès de ses abonnés que Clara était une manipulatrice malveillante qui m'avait systématiquement isolé de mes proches aimants. Les commentaires ont afflué par centaines, des prières pour la guérison, des conseils non sollicités sur la façon de gérer des enfants ingrats et éloignés. C'était une leçon magistrale de manipulation psychologique et de diffamation publique. J'ai superbement ignoré tout cela.
Clara et moi nous sommes concentrés entièrement sur le mariage. Nous avons payé les derniers soldes des prestataires. Nous sommes allés à nos derniers essayages de vêtements. Je pensais vraiment avoir réussi à les exclure définitivement de ma vie. C'est alors qu'est survenue la deuxième trahison, beaucoup plus profonde. Celle-ci était plus silencieuse, nettement plus insidieuse, et provenait d'une direction que je n'aurais jamais soupçonnée. Ma jeune cousine Sophia, elle avait 22 ans, était douce de nature et semblait toujours totalement étrangère aux querelles politiques de la famille. Tout au long de ce drame éprouvant, Sophia m'avait envoyé des SMS continuellement. Elle m'envoyait de longs messages pour me dire qu'elle m'aimait, me demandant comment se déroulaient les préparatifs stressants du mariage et me demandant avec enthousiasme de lui montrer des photos des arrangements floraux et du menu du traiteur. Elle disait qu'elle était profondément désolée de la façon dont ma tante Evelyne et mon oncle Arthur se comportaient, et elle promettait à plusieurs reprises qu'elle viendrait avec enthousiasme au mariage pour nous soutenir. Clara, cependant, a une intuition aussi aiguisée qu'une lame de rasoir fraîchement affûtée. Elle a remarqué un schéma très subtil. Chaque fois que Sophia demandait chaleureusement un détail, celui-ci était incroyablement spécifique. Sophia demandait le nom juridique exact de l'entreprise de traiteur. Elle demandait le déroulement précis de la cérémonie, minute par minute. Elle posait question sur les dispositifs de sécurité du lieu. Un soir, Clara regardait par-dessus mon épaule alors que je répondais par SMS à Sophia. Clara m'a dit d'arrêter d'écrire immédiatement. Elle a souligné ce schéma suspect. Sur une intuition très forte, Clara a demandé à une collègue de confiance, quelqu'un de totalement déconnecté de ma famille, de rejoindre discrètement un groupe Facebook public local dédié au quartier spécifique de mes parents. Effectivement, tout y était exposé en clair. Evelyne publiait des mises à jour incroyablement détaillées et très précises auprès de ses amis locaux sur mon mariage privé. Elle connaissait le traiteur exact. Elle connaissait les couleurs spécifiques des fleurs. Elle connaissait le déroulement exact de la cérémonie. Sophia ne prenait pas de mes nouvelles par amour. Sophia était une espionne infiltrée. Elle prenait malicieusement des captures d'écran de nos conversations privées et vulnérables et transmettait chaque détail directement à ma mère pour qu'Evelyne puisse s'asseoir avec ses amis du quartier et se moquer amèrement de nos choix. Détruisant tout ce que Clara et moi avions travaillé si dur à construire. Réaliser que je n'avais absolument plus personne de mon côté de l'allée a été complètement dévastateur. L'isolement était profond et sombre. J'ai rédigé un unique et dernier SMS à l'attention de Sophia. Je lui ai envoyé la capture d'écran de la publication d'Evelyne dans le groupe de quartier, suivi de ces mots, « Tu es exactement comme eux. Ne me contacte plus jamais, ni moi, ni ma future femme. » J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué tous ceux qui étaient associés à eux. J'ai verrouillé tous mes comptes de réseaux sociaux pour une confidentialité maximale. J'ai personnellement appelé tous nos prestataires de services et leur ai explicitement dit de ne divulguer aucune information à qui que ce soit, sous aucun prétexte, en les avertissant de potentielles interférences familiales. Je pensais que le pire était passé. Je pensais qu'ils avaient joué toutes leurs cartes pathétiques. Je pensais que nous pourrions simplement franchir la ligne d'arrivée tranquillement et nous marier en paix. J'avais tellement tort, et c'était extrêmement dangereux. Ils n'essayaient pas seulement de se moquer de mon mariage de loin. Ils complotaient activement et criminellement pour me le voler. Et l'appel téléphonique urgent que j'ai reçu du gérant du domaine, Monsieur Sterling, exactement 3 jours plus tard, allait transformer toute cette situation en une véritable guerre juridique dévastatrice. La matinée où toute l'illusion s'est effondrée a commencé comme n'importe quel autre mercredi ordinaire dans notre foyer. Le drame intense et étouffant de l'embuscade du Porsche avait enfin commencé à s'estomper pour devenir une douleur sourde et persistante dans mon esprit. Clara et moi buvions notre café du matin dans la cuisine, assis tranquillement au comptoir en granit, passant en revue le plan de table final pour la réception. Je venais de recevoir une promotion importante dans mon entreprise la semaine précédente, qui s'accompagnait d'une augmentation substantielle de mon salaire de base et d'une contribution très généreuse à mon plan d'épargne retraite. Cette promotion était un soulagement massif et désespérément nécessaire car les mariages, même ceux méticuleusement budgétisés, vident vos comptes bancaires. Nous étions absolument déterminés à ne pas toucher à notre épargne d'urgence principale ni à nos investissements immobiliers en expansion pour mener à bien cet événement. Nous ressentions enfin un véritable sentiment de paix, de stabilité et d'indépendance d'adulte. Nous pensions avoir réussi à nous isoler de la toxicité. Puis, à 9h pile, mon téléphone portable a sonné, brisant le calme confortable de notre cuisine.
L'identifiant affichait le numéro de bureau principal de notre lieu de mariage, le domaine historique que nous avions réservé il y a près d'un an. Mon estomac a immédiatement fait un petit bond d'anxiété. Généralement, lorsqu'un lieu appelle un marié si près de la date de l'événement, cela signifie qu'un cauchemar logistique est en train de se dérouler en coulisses. On imagine instantanément une double réservation, un désastre de traiteur, un problème soudain avec les arrêtés municipaux sur le bruit ou un problème avec l'assurance responsabilité civile. Je me suis raclé la gorge, j'ai posé ma lourde tasse de café en céramique sur le comptoir et j'ai répondu à l'appel, en le mettant délibérément sur haut-parleur pour que Clara puisse entendre le problème auquel nous allions devoir faire face. C'était Monsieur Sterling, le gérant principal du domaine. Cependant, il ne m'a pas salué avec sa bonne humeur professionnelle habituelle. Sa voix était incroyablement tendue, prudente et empreinte d'un profond et indéniable sentiment d'inquiétude professionnelle. Il m'a demandé si j'étais assis. Je lui ai dit que j'étais debout dans ma cuisine, mais que j'écoutais attentivement. Il a pris une profonde inspiration audible au téléphone et a expliqué avec précaution que ses bureaux avaient reçu un appel téléphonique très inhabituel et incroyablement agressif dès l'ouverture des portes à 8 heures ce matin. Une femme prétendant explicitement être ma mère, Evelyne, avait appelé la ligne administrative principale. Mais elle n'était pas seule au téléphone. Elle avait mis en conférence un jeune homme qui s'est présenté avec assurance et explicitement au personnel du domaine comme étant moi. Il a affirmé sur une ligne enregistrée qu'il était Ethan. Clara a immédiatement arrêté de respirer. Sa main s'est figée au-dessus du plan de table. J'ai fixé le téléphone posé sur le comptoir avec un regard vide. L'audace absolue et sans limite de la chose m'a paralysé pendant 10 secondes complètes. Mon cerveau ne parvenait littéralement pas à assimiler la profondeur de la trahison. Monsieur Sterling a expliqué, sa voix conservant une neutralité prudente, que cet imposteur, cette personne prétendant activement être moi, avait dit au coordinateur du domaine que Clara et moi avions tragiquement annulé les fiançailles. L'imposteur avait inventé une histoire rocambolesque, affirmant qu'il s'agissait d'une rupture mutuelle très volatile, que la relation était complètement détruite et que le mariage à venir était officiellement et définitivement annulé. Mais il ne s'était pas arrêté là. S'ils avaient simplement essayé d'annuler l'événement par pure méchanceté, cela aurait déjà été incroyablement vindicatif. Mais la réalité était tellement plus sombre, plus calculée et plus motivée financièrement qu'une simple vengeance familiale. Monsieur Sterling a commencé à lire les notes détaillées directement tirées du registre des appels entrants. L'imposteur prétendant être moi avait explicitement dit au domaine que, puisque la compte massif et non remboursable avait déjà été entièrement payé en espèces depuis mon compte bancaire. La famille ne pouvait tout simplement pas laisser perdre un emplacement aussi prestigieux et un service de traiteur aussi haut de gamme. L'imposteur a formellement demandé que l'intégralité du contrat de l'événement, la formule de traiteur coûteuse, les compositions florales personnalisées et le bar à volonté haut de gamme soient légalement transférés au nom de Julian, mon jeune frère. Ils ont exigé que le type d'événement soit instantanément modifié dans le système informatique, passant d'une réception de mariage à une fête de remise de diplômes universitaires massive et somptueuse. Ils n'essayaient pas seulement de gâcher mon mariage pour me punir. Ils complotaient activement et criminellement pour se l'approprier. Ils voulaient pirater violemment le lieu que j'avais passé des mois à chercher, utiliser les milliers de dollars de mon salaire durement gagné que j'avais versé en acompte, et réutiliser sans effort tout cet événement luxueux pour célébrer le diplôme médiocre de Julian. Ils pensaient sincèrement que, parce que nous partagions le même nom de famille, le domaine allait aveuglément échanger les contrats contraignants sans vérifier l'identité du titulaire principal du compte. Ils pensaient avoir un droit absolu sur mes actifs financiers. Ils considéraient mon argent, ma planification minutieuse et mon avenir comme des biens communautaires qu'ils pouvaient simplement réattribuer aux garçons d'or dès qu'ils le jugeaient opportun. C'était exactement la même dynamique écœurante et cupide qui s'était jouée lors du décès de mon grand-père il y a 5 ans. Pendant ces funérailles solennelles, alors que je pleurais sincèrement l'homme qui m'avait appris à pécher, mes parents se disputaient violemment sur le parking de l'église au sujet de sa succession, des détails de son héritage et de qui contrôlerait la répartition de sa richesse restante. Ils voient absolument tout et tout le monde à travers le prisme froid et calculateur de ce qu'ils peuvent en extraire. Monsieur Sterling m'a dit que le personnel du domaine avait immédiatement signalé l'appel comme hautement suspect et potentiellement frauduleux. L'imposteur ne connaissait pas le code d'accès alphanumérique sécurisé que Clara et moi avions établi pour notre compte dès le premier jour. L'imposteur ne pouvait pas non plus vérifier le montant exact du solde final dû, ni ne connaissait le nom de notre contact spécifique pour le traiteur. Lorsque le personnel qualifié a insisté pour obtenir une vérification d'identité standard,
ma mère serait devenue extrêmement combative. Elle a exigé de parler à la direction générale, hurlant qu'ils étaient des clients VIP, menaçant de laisser des avis dévastateurs sur Internet pour ruiner l'entreprise et affirmant que le domaine essayait de voler leur argent si leur simple demande administrative n'était pas immédiatement satisfaite. Monsieur Sterling m'a assuré, sentant ma panique monter, que rien n'avait été modifié dans leur système. Il a confirmé que notre mariage était totalement sécurisé, que le contrat financier était verrouillé hermétiquement et qu'il avait personnellement placé un protocole de sécurité strict sur notre dossier. Quiconque appellerait au sujet de l'événement devrait désormais présenter une pièce d'identité avec photo physique en personne. Il m'a ensuite gentiment informé que le domaine enregistrait automatiquement tous les appels entrant à des fins de qualité et de formation, et qu'il avait déjà sécurisé et crypté le fichier audio de l'intégralité de cet échange frauduleux au cas où je devrais engager des poursuites judiciaires. Je l'ai remercié, d'une voix totalement monocorde, comme un écho vide dans la cuisine, et j'ai raccroché. Je suis resté là, le silence résonnant bruyamment à mes oreilles comme un poids physique. Clara me regardait, son beau visage pâle, ses mains tremblant visiblement alors qu'elle s'agrippait au bord du comptoir en granit. Elle m'a demandé, la voix tremblante, ce que nous allions faire. Elle a demandé si nous devions embaucher des agents de sécurité pour le jour du mariage. Elle a demandé si nous devions changer complètement de lieu de réception pour leur échapper. Je l'ai regardé, et la toute dernière miette d'obligation familiale au fond de mon âme s'est définitivement et totalement consumée. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais pas la piqûre familière de la trahison. Je ressentais une rage froide, hyper focalisée et absolue. Ils avaient franchi une ligne juridique monumentale et impardonnable. Il ne s'agissait plus seulement de petits ragots de famille ou de manipulation émotionnelle lors d'un dîner de Thanksgiving. C'était une tentative documentée et vérifiable d'usurpation d'identité. C'était une fraude financière flagrante et intentionnelle. C'était une tentative criminelle de modifier un contrat légalement contraignant et de voler des milliers de dollars de services que j'avais travaillé 60 heures par semaine pour me payer. Ils pensaient vraiment pouvoir me surpasser parce que j'avais toujours été gentil. Ils pensaient que mon silence au fil des ans était un signe de faiblesse inhérente. Ils pensaient que j'allais simplement encaisser le coup, me résigner, pleurer en privé et laisser Julien avoir son défilé luxueux volé. J'ai pris mon téléphone, déverrouillé l'écran et regardé Clara droit dans les yeux. Je lui ai dit que nous n'allions pas seulement engager des vigiles pour surveiller une porte. Je lui ai dit que nous l'allions leur faire tomber sur la tête une enclume juridique si lourde qu'ils ne s'en remettraient jamais. Le tout premier appel téléphonique que j'ai passé n'a absolument pas été pour la police, et encore moins pour mes parents pour leur hurler dessus. Mon premier appel a été pour Victoria Vance. Victoria Vance est un requin absolu et incontestable du barreau dans notre ville. Je connaissais sa réputation stellaire et terrifiante parce que mon entreprise consultait parfois son cabinet sur des litiges commerciaux complexes et à enjeux élevés. Mais sa véritable réputation de terreur s'était bâtie dans les tranchées du droit de la famille. Elle gérait les cas de divorce les plus féroces et les plus fortunés de l'État. Elle s'occupait des batailles pour la garde d'enfants les plus brutales et les plus destructrices que l'on puisse imaginer. Elle était notoirement chère, facturant un tarif horaire exorbitant, notoirement impitoyable dans ses stratégies juridiques, et totalement dénuée de sentimentalisme humain lorsqu'il s'agissait de la loi. Elle était exactement le gendarme insensible et précise que je devais déployer contre des gens qui pensaient que les règles de la société et la décence élémentaire ne s'appliquaient pas à eux. J'ai réussi à faire jouer quelques faveurs professionnelles et j'ai obtenu un rendez-vous de consultation d'urgence à son cabinet. Dès le lendemain après-midi, Clara et moi sommes entrés dans son bureau moderne aux parois de verre en plein centre-ville, nous sentant complètement dépassés, mais résolus. Victoria était assise derrière un immense et imposant bureau en acajou, examinant une épaisse pile de dossiers juridiques. Elle ne nous a pas offert de formule de politesse chaleureuse. Elle n'a pas demandé comment se passaient les préparatifs du mariage et elle n'a pas souri avec compassion. Elle a simplement désigné les deux lourds fauteuils en cuir face à elle et m'a dit de commencer à parler depuis le tout début. J'ai tout exposé. Je n'ai pas caché un seul détail. Je lui ai parlé de l'abus financier systémique s'étendant sur plus d'une décennie, du fonds d'études entièrement vidé, de l'embuscade de Thanksgiving où ils avaient exigé que j'annule mon mariage, de la campagne de dénigrement vicieuse actuellement menée par mon cousin Oliver. Et du réseau d'espions que ma mère avait déployé, y compris ma cousine Sophia. Enfin, je lui ai parlé de l'appel téléphonique incroyablement audacieux et désespéré passé à Monsieur Sterling au domaine. J'ai fait glisser une clé USB élégante sur le bureau. Elle contenait l'enregistrement audio non édité que le domaine avait gracieusement fourni.
À côté, j'ai posé un classeur volumineux et méticuleusement organisé contenant des captures d'écran imprimées et horodatées de chaque publication Facebook diffamatoire, SMS et emails que ma famille avait envoyés. Victoria a écouté dans un silence absolument terrifiant. Ses yeux acérés parcouraient les documents que je posais devant elle, son expression restant illisible. Quand j'ai eu fini ma longue explication, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil coûteux, a joint ses doigts et a souri. C'était un sourire terrifiant, brillant, un sourire de prédateur. Elle m'a dit, de sa voix douce et assurée, que les familles toxiques agissent sous l'hypothèse incroyablement stupide que les liens familiaux offrent une sorte d'immunité magique contre la responsabilité civile et pénale. Elle a dit qu'elle comptait entièrement sur la honte inhérente de la victime et son désir d'intimité pour éviter de faire face à des conséquences graves. Elle a cliqué sur le fichier audio sur l'écran de son ordinateur, a écouté la voix hurlante de ma mère pendant environ 30 secondes, et a déclaré clairement que tenter de se faire passer pour moi pour modifier un contrat financier de grande valeur relevait de la fraude électronique pure et simple. Les publications très publiques m'accusant faussement d'abus sur personnes âgées et de malveillance financière étaient de la diffamation et de la calomnie de Manuel. Elle s'est penchée en avant, ses yeux ancrés dans les miens, et m'a demandé quel était mon objectif ultime. Est-ce que je voulais intenter un procès massif et très médiatisé pour traîner ma famille devant un tribunal civil afin d'obtenir des dommages-intérêts financiers? Est-ce que je voulais les voir ruinés? J'ai regardé Clara, qui m'a fait un signe de tête ferme. Puis j'ai de nouveau regardé Victoria. Je lui ai dit que je ne voulais pas un seul centime de leur argent. Leur argent n'était de toute façon qu'une illusion complète. Leur mode de vie reposait principalement sur des dettes de cartes de crédit écrasantes, de multiples réhypothèques et mes renflouements financiers passés. Je lui ai dit que je voulais une terreur absolue et permanente. Je voulais qu'un mur juridique soit construit si haut, si épais et si intimidant qu'il n'oserait même plus regarder dans ma direction. Je voulais qu'il sache sans équivoque et légalement que le jeu auquel il jouait depuis 30 ans était définitivement terminé. Victoria a hoché la tête, ses yeux brillant d'une véritable approbation professionnelle. C'est exactement ainsi qu'est née la campagne dévastatrice de mise en demeure. Victoria n'a pas simplement demandé à son assistant d'envoyer une lettre d'avertissement générique. Elle a personnellement rédigé des cauchemars juridiques hautement individualisés et méticuleusement détaillés pour chaque personne impliquée dans la conspiration contre ma tranquillité d'esprit. La lourde lettre recommandée adressée à ma mère et à mon père détaillait explicitement les définitions juridiques de l'usurpation d'identité criminelle, de la fraude électronique et de l'ingérence délictuelle dans un contrat commercial. Elle faisait référence de manière agressive à la date, à l'heure et à la durée exacte de leur appel téléphonique frauduleux au domaine, soulignant qu'un enregistrement audio complet était actuellement en possession de notre conseil juridique. Elle stipulait clairement et froidement que toute nouvelle tentative de me contacter, moi, Clara, mon employeur ou tout prestataire associé à notre mariage à venir entraînerait une demande immédiate d'ordonnance de protection permanente. De plus, elle promettait le dépôt rapide d'une plainte civile massive pour détresse émotionnelle grave, harcèlement et diffamation. La lettre adressée directement à Julien était encore plus tranchante, conçue pour percer son ego surdimensionné. Elle soulignait sa complicité directe et indéniable dans l'appel téléphonique frauduleux, notant de manière désinvolte mais pointue que la fraude électronique entraîne d'importantes sanctions fédérales susceptibles de briser une vie. Elle lui conseillait vivement de s'assurer immédiatement les services de son propre avocat indépendant s'il décidait de continuer à nous harceler. Notant que l'incapacité financière totale de ses parents à le défendre dans une bataille judiciaire prolongée le laisserait entièrement exposé à une responsabilité maximale. Des avertissements juridiques distincts, tout aussi terrifiants, ont été envoyés par coursier à mon cousin Oliver et aux autres membres de la famille qui avaient activement participé à la campagne de dénigrement en ligne. Ces lettres exigeaient la suppression immédiate et permanente de toutes les publications diffamatoires sous peine de poursuites immédiates pour diffamation, susceptibles de ruiner leur propre carrière et leurs affaires. Nous avons payé à Victoria ses honoraires de provision importants directement avec ma récente prime salariale, lui avons serré fermement la main et sommes sortis de son bureau en nous sentant forts et invincibles. Les lettres ont été envoyées l'après-midi même en recommandé avec accusé de réception, exigeant une signature physique pour s'assurer que personne ne puisse prétendre ne pas les avoir reçues. 2 jours plus tard, les confirmations de réception ont commencé à affluer rapidement dans la boîte de réception de Victoria. Le silence absolu et immédiat qui s'est abattu sur ma famille a été assourdissant. L'énergie frénétique, agressive et pleine de suffisance sur laquelle ils surfaient depuis des semaines s'est évaporée d'un coup. Dès l'instant où ils ont compris qu'ils n'avaient plus affaire à leur fils docile et obéissant, mais à une avocate d'affaires hautement agressive et influente qui était parfaitement disposée et légalement capable de ruiner leur vie, ils ont soudainement pris conscience de la réalité.
Oliver a immédiatement supprimé chaque publication de sa page Facebook, effacé ses traces numériques et a pratiquement disparu d'Internet. Sophia s'est complètement retirée de nos vies sans un mot. Mais mon père, Arthur, est un homme profondément têtu dont l'arrogance démesurée prend constamment le dessus sur son instinct de survie de base. Il ne pouvait tout simplement pas supporter l'humiliation absolue de se voir signifier par voie légale des documents d'intimidation par sa propre progéniture. Il sentait son autorité patriarcale fragile et injustifiée lui échapper complètement. Mais il était bien trop terrifié par les menaces juridiques explicites de Victoria Vance pour oser me contacter directement. Il a donc commis l'erreur incroyablement stupide et totalement fatale d'essayer de contourner la situation. Il m'a complètement évité, ignorant l'esprit même de l'avertissement juridique, et a appelé la mère de Clara, Madame Bennett. Il pensait sincèrement pouvoir utiliser son âge et son statut perçu de patriarche souffrant pour manipuler émotionnellement un autre parent. Il a appelé la ligne fixe de Madame Bennett, adoptant sa voix la plus inquiète, celle d'un père profondément affligé, et l'a littéralement supplié de nous ramener à la raison, Clara et moi. Il a affirmé de manière dramatique que je faisais une grave et soudaine dépression nerveuse à cause du stress professionnel. Il a prétendu que j'étais en train de détruire la cellule familiale sacrée à cause d'un simple malentendu inoffensif concernant la réservation du lieu. Il a demandé à Madame Bennett s'il y avait un moyen pour elle d'intervenir, de jouer le rôle de médiatrice et de régler ce problème avant que je ne cause des dommages irréparables à l'héritage familial. Il a gravement et ridiculement sous-estimé la femme incroyable qui a élevé ma fiancée. Madame Bennett est une formidable directrice de lycée à la retraite qui a passé 30 années éreintantes à gérer des adolescents hautement manipulateurs et leurs parents tout aussi calculateurs et profondément imbus d'eux-mêmes. Elle ne tolère pas les imbéciles, et elle ne tolère absolument pas les lâches qui tentent de s'attaquer au bonheur de sa fille. Selon Clara, qui a entendu toute cette conversation légendaire sur haut-parleur, Madame Bennett a écouté patiemment, sans interrompre une seule fois, le long monologue décousu et pitoyable d'Arthur. Elle l'a laissé creuser sa propre tombe complètement, laissant le silence s'installer. Lorsqu'il s'est enfin retrouvé à court d'arguments et qu'il a désespérément sollicité son aide, Madame Bennett a répondu d'une voix si glaciale, si parfaitement calme, qu'elle aurait pu geler le soleil lui-même. Elle a dit à Arthur, en articulant chaque mot, qu'elle avait lu les rapports de police rédigés. Elle avait personnellement entendu l'enregistrement du domaine et elle avait vu les relevés bancaires incontestables prouvant ses décennies d'abus financiers. Elle lui a dit qu'Ethan ne détruisait rien de valeur réelle. Elle a déclaré clairement, « Votre fils ne fait pas une dépression nerveuse, Arthur. Il est enfin en train de vivre une libération attendue depuis longtemps. Il est en train de reconstruire courageusement sa vie sur les cendres toxiques que vous et votre femme avez intentionnellement créées. Si vous rappelez un jour ce numéro, ou si vous approchez de près ou de loin ma fille en public, je veillerai personnellement à ce que vous passiez votre retraite à faire face à des accusations de harcèlement et à une ordonnance restrictive. » Puis, elle a raccroché brusquement. Ce fut le coup de grâce incontestable. La prise de conscience écrasante et étouffante qu'il n'avait plus aucun allié nulle part. Il ne pouvait plus me manipuler. Il ne pouvait pas intimider Clara. Il ne pouvait ni charmer ni duper Madame Bennett. Et ils étaient absolument terrifiés, sur le plan juridique, par Victoria Vance. La forteresse fragile qu'ils avaient construite autour d'eux pendant des décennies est une forteresse bâtie entièrement sur la culpabilité, l'obligation fabriquée et le chantage affectif s'étaient complètement et totalement effondrés en quelques jours. L'affreuse vérité était enfin exposée à la vue de tous, et ils n'avaient plus nulle part où se cacher. Le matin de notre mariage est enfin arrivé, exactement 2 semaines incroyablement calmes et paisibles après la remise des lettres juridiques. Je me suis réveillé naturellement à 6 heures du matin dans la suite principale luxueuse de la maison d'amis du domaine. Clara dormait encore profondément, blottie confortablement sous une épaisse couette blanche en duvet, sa respiration lente et régulière. La douce lumière du matin se glissait lentement sur le parquet ciré. Je me suis glissé doucement hors du lit, je me suis préparé une tasse de café noir serré et je suis sorti sur le balcon privé. L'air était vif, conservant la fraîcheur parfaite d'une matinée de printemps américaine. Les grands chênes centenaires entourant le domaine se balançaient doucement sous la brise matinale, et la pelouse parfaitement entretenue s'étendait vers l'horizon, scintillante de rosée. Je me tenais là, les avant-bras appuyés contre la balustrade en bois frais, et j'ai pris une inspiration profonde, totalement libérée. Pour la toute première fois de mes 33 ans de vie, ma poitrine n'était pas serrée par l'anxiété familière et écrasante des attentes familiales. Je ne me demandais pas si ma mère allait se plaindre de manière dramatique de la température de la nourriture du traiteur.
Je ne stressais pas à l'idée que Julien puisse provoquer une scène embarrassante parce qu'il n'était pas assis au centre exact de la table d'honneur. Je n'appréhendais pas activement les commentaires passifs-agressifs inévitables de mon père sur le coût présumé des arrangements floraux et sur le fait que je gaspillais de l'argent. L'absence pure et magnifique de leur énergie toxique et épuisante était le plus beau cadeau de mariage que j'aurais pu recevoir. C'était une pureté d'expérience que je n'aurais jamais cru avoir le droit de vivre. La cérémonie en elle-même a été incroyablement belle. Elle était intime, profondément personnelle et totalement dénuée du spectacle théâtral et artificiel que ma famille exigeait habituellement pour les événements publics. Nous avions exactement 60 invités. Chaque chaise en bois sur cette pelouse était occupée par quelqu'un qui nous aimait sincèrement et inconditionnellement, qui soutenait activement notre union et souhaitait nous voir nous épanouir en tant que couple. Il n'y avait pas de faux sourires, pas de ragots chuchotés au fond des rangs. Mon ancien mentor universitaire, le professeur Miller, a gracieusement célébré la cérémonie. C'est un homme qui connaît toute mon histoire sans phare. C'est lui qui m'a littéralement vu travailler dans des équipes de nuit éreintantes à l'entrepôt juste pour payer mes manuels scolaires imposés, alors que mes parents m'avaient complètement abandonné financièrement pour financer les frasques de Julien en Californie. Il s'est tenu à l'hôtel et a prononcé un discours magnifique et profondément émouvant sur le fait que la véritable famille n'est absolument pas définie par la simple génétique ou les liens du sang. La véritable famille, a-t-il dit en regardant chaleureusement la foule de nos proches choisis, se définit par des actions bienveillantes et cohérentes, par le respect mutuel et par le choix actif, au quotidien, de protéger la paix de l'autre. Lorsque Clara s'est avancée dans l'allée, sous les notes douces d'un quatuor à cordes, elle était absolument rayonnante. Elle était la sérénité personnifiée. Lorsque j'ai pris ses mains douces dans les miennes à l'hôtel, mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix n'a pas déraillé. J'étais exactement là où je devais être. La réception qui a suivi la cérémonie a été une explosion de pure joie sans mélange. Il n'y avait pas de tension familiale maladroite à gérer, pas de sourire forcé pour le photographe engagé, pas besoin de marcher sur des œufs. Nous avons servi un repas incroyable, le vin a coulé à flot et les rires ont résonné dans tout le domaine. Mon témoin, Liam, a prononcé un discours hilarant et mémorable qui a tiré des larmes de rire à toute la salle, y compris au père de Clara, habituellement si stoïque. Nous avons dansé pendant des heures sous les guirlandes lumineuses chaleureuses suspendues au-dessus du vaste patio en pierre. Vers la toute fin de la nuit, alors que tout le monde était joyeusement distrait par l'immense buffet de dessert et le stand de café de fin de soirée, je me suis brièvement éloigné vers l'ombre du patio pour vérifier rapidement mon téléphone. Simplement pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'urgence de dernière minute de la part des prestataires ou de l'entreprise de transport. J'ai déverrouillé l'écran. Il y avait un seul email non lu dans ma boîte de réception principale. Le nom de l'expéditeur qui s'affichait en gras était Julien. Malgré les avertissements juridiques incroyablement stricts et terrifiants de Victoria Vance, son sentiment de supériorité sans limite avait apparemment pris le dessus sur sa peur pourtant tout à fait justifiée de poursuites fédérales. J'ai fixé la notification en prenant une lente inspiration. J'ai ouvert l'email, m'attendant sincèrement à une tirade furieuse, explosive, truffée de jurons, ou à une menace de suicide profondément manipulatrice et théâtrale, ce qui était sa tactique habituelle dès qu'il se sentait complètement coincé et ignoré. Au lieu de cela, ce que j'ai vu était la tentative de manipulation émotionnelle la plus pathétique et la plus transparente dont j'ai jamais été témoin de ma vie. L'objet du message était complètement vide. Le corps de l'email consistait en un seul paragraphe décousu et mal ponctué. Il écrivait qu'il était incroyablement triste, assis tout seul à la maison pendant que je faisais la fête avec des inconnus. Il affirmait qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi je rejetais cruellement ma propre chair et mon propre sang pour un stupide malentendu mineur concernant l'organisation d'une fête. Il a carrément écrit qu'il me pardonnait d'être si dramatique et sensible, et qu'il espérait vraiment, sincèrement, que j'étais heureux avec ma nouvelle fausse famille. C'était une tentative classique pour jouer les victimes blessées. C'était une tentative désespérée de me faire ressentir un élan de culpabilité le jour le plus heureux de toute ma vie, une tentative de siphonner juste une infime partie de mon énergie pour la ramener dans son trou noir de besoin. Mais Julien est notoirement paresseux, et son attention aux détails cruciaux a toujours été pratiquement inexistante. Dans sa hâte frénétique à envoyer cet email manipulateur et culpabilisant depuis son smartphone, probablement en buvant sur le canapé de mes parents, ses doigts maladroits avaient joint un fichier. Il avait probablement l'intention de joindre une vieille photo sentimentale de nous jouant ensemble quand nous étions enfants pour jouer sur ma nostalgie. Au lieu de cela, il avait joint une feuille de calcul Excel enregistrée dans les fichiers de son téléphone. J'ai appuyé sur l'icône de la pièce jointe,
l'écran chargeant pendant une seconde avant de s'ouvrir proprement. Le fichier était fièrement intitulé julienservicelist.xlsx. Je l'ai fixé. C'était une liste très détaillée et incroyablement complète de près de 80 personnes. Il y avait les noms de ses anciens camarades de fraternité, de divers influenceurs en ligne qui ne connaissaient probablement même pas son nom de famille, et une liste massive de notre famille élargie. À côté des noms se trouvaient des colonnes méticuleusement organisées pour les restrictions alimentaires, végétaliens, sans gluten, les accompagnateurs et même les préférences de placement VIP près du bar principal. La date de l'événement explicitement indiquée tout en haut de la feuille de calcul correspondait exactement au lendemain de la date de mon mariage prévu. Il ne s'était pas contenté de se plaindre de manière aléatoire auprès de notre mère que mon mariage lui volait la vedette. Il avait passé des semaines à planifier activement et méticuleusement une immense fête de remise de diplôme entièrement gérée par un traiteur pour lui-même. Il avait pleinement et sincèrement l'intention d'utiliser mon lieu coûteux, ma formule traiteur personnalisée et mon acompte financier massif dès la seconde où sa mère aurait réussi à détourner le contrat par téléphone. Il avait même audacieusement planifié le plan de table VIP pour un lieu luxueux dont il n'était absolument pas propriétaire et qu'il ne pourrait jamais s'offrir de toute sa vie. L'audace monumentale de tout cela était si vaste, si incroyablement absurde que je n'ai même pas ressenti une seule étincelle de colère. La colère avait disparu. Je me tenais juste là, dans l'air frais de la nuit, à regarder la feuille de calcul, et j'ai ri à haute voix. Ce n'était pas un rire amer. C'était un rire franc, profond, qui venait du ventre. C'était la preuve physique, absolue et indéniable de leur profonde sociopathie, joliment emballée dans une pièce jointe envoyée par erreur. Ils vivaient dans une réalité complètement différente. Je n'ai pas répondu à son email. Je n'ai pas transmis la feuille de calcul à Victoria Vance pour lancer un procès. Je n'en avais tout simplement pas besoin. Ils étaient totalement, désespérément pathétiques, vivant dans une réalité délirante où ils pensaient être les personnages principaux de l'univers et où tous les autres n'étaient que des figurants destinés à financer leur vie. J'ai simplement appuyé sur le bouton supprimer, effaçant définitivement son email, sa feuille de calcul ridicule et son existence toxique de ma boîte de réception. J'ai glissé le téléphone dans la poche intérieure de mon smoking sur mesure, je me suis retourné et je suis retourné sous la lumière chaleureuse de la piste de danse pour serrer ma magnifique épouse dans mes bras. Clara et moi avons passé 2 semaines incroyables et ininterrompues dans une cabane de luxe isolée dans les montagnes pour notre lune de miel. Nous nous sommes complètement déconnectés. Pas de réseau mobile, pas d'accès Internet, pas de mets professionnels frénétiques et absolument aucun drame familial. Juste le son calme et apaisant de la nature, de longues randonnées pendant les journées fraîches, et des soirées passées assis au coin du feu crépitant avec un verre de vin. C'était exactement le genre de paix profonde, réparatrice et salvatrice dont nous avions désespérément besoin pour commencer officiellement notre mariage et effacer les résidus persistants de ma famille de nos vies. Lorsque nous avons enfin chargé la voiture et sommes rentrés en ville, la réalité du quotidien est lentement revenue. Nous avons déballé nos valises, trié la pile massive de courriers accumulés sur le comptoir de la cuisine, et j'ai enfin allumé mon téléphone portable principal avec prudence. Un flux massif d'appels manqués, de messages textes et de notifications d'agenda a instantanément envahi l'écran lumineux. La plupart étaient des félicitations chaleureuses de collègues de mon entreprise et d'amis qui n'avaient pas pu venir au mariage. Mais tout en bas de la boîte de réception vocale se trouvait un unique message vocal de mauvais augure provenant d'un numéro complètement bloqué. Je savais immédiatement qui avait contourné le blocage numérique en utilisant une autre ligne téléphonique ou une application de numéro temporaire. C'était Evelyne. Je me suis assis lourdement à la table de la cuisine, j'ai posé le téléphone sur le bois, j'ai monté le volume et j'ai appuyé sur lecture. Je voulais que Clara l'entende, non pas parce que j'accordais de la valeur à ce message ou que j'en redoutais le contenu, mais parce que nous avions solennellement promis d'affronter chaque aspect de la situation ensemble, comme un front uni. Le message vocal a commencé par un soupir théâtral et pesant. La voix d'Evelyne semblait incroyablement fragile, une performance soigneusement calculée et magistrale d'une mère brisée et endeuillée. Elle n'a pas dit félicitations pour votre mariage. Elle n'a pas demandé comment s'était passé le mariage ni où nous étions allés pour notre lune de miel. Elle s'est immédiatement lancée dans un monologue amer, rancunier et culpabilisateur. Ethan, chuchota-t-elle d'une voix rauque dans le téléphone, l'audio grésillant légèrement. Je veux juste que tu saches que le cœur de ton père est en train de lâcher à cause du stress immense que tu as causé à cette famille. J'espère vraiment que toi et cette femme êtes heureux dans votre grande maison coûteuse, sachant que tu as complètement, totalement détruit cette famille. Nous avons essayé de tout te donner en grandissant.
Nous avons fait tellement de sacrifices pour toi et tu nous as jetés comme des ordures juste parce que tu ne pouvais pas supporter de partager la vedette avec ton propre frère pour un seul jour. Tu le regretteras profondément et douloureusement quand nous serons morts et partis. Je ne sais plus qui tu es. Tu es un étranger pour moi. J'ai écouté le message dans son intégralité. Il n'y avait absolument aucune excuse pour la tentative de fraude électronique. Aucun aveu concernant les lettres juridiques de mise en demeure posées sur leur table de cuisine. Absolument aucun remords pour avoir tenté de voler mon lieu de réception et de gâcher ma vie. Juste le même récit fatigué et répétitif où elle était l'éternelle victime innocente et souffrante, et où j'étais le monstre riche, ingrat et cruel qui les avait abandonnés. Clara m'a regardé de l'autre côté de la table, les yeux empreints d'une sympathie silencieuse et compréhensive. Elle a tendu la main, a couvert la mienne et m'a demandé doucement si j'allais bien. J'ai regardé le téléphone, j'ai observé le curseur numérique atteindre la fin de l'enregistrement, et j'ai souri. C'était un vrai sourire sincère. J'ai dit à Clara que j'allais plus que bien. Je lui ai dit que j'étais complètement, indubitablement libre. J'ai fermement appuyé sur le bouton de suppression, effaçant le message vocal pour toujours. C'était la toute dernière fois que j'entendais la voix de ma mère. Et à ma grande surprise, cela ne m'a pas fait de mal du tout. La blessure s'était enfin refermée. J'ai reporté mon attention sur la pile massive de courriers physiques que nous avions récupérés pendant notre absence, principalement des factures de services publics, des prospectus de publicité immobilière et quelques cartes de mariage tardives mais sincères contenant des chèques. Mais nichée parfaitement au milieu de cette pile chaotique se trouvait une enveloppe épaisse en papier crème de qualité supérieure, qui m'était adressée spécifiquement d'une écriture cursive élégante et soignée. Elle provenait de ma tante Béatrice. Tante Béatrice était la sœur aînée de mon père. C'était une femme discrète et intensément observatrice qui s'était toujours tenue à l'écart lors des réunions de famille, ne participant jamais aux ragots malveillants, ne prenant jamais ouvertement parti et ne contestant jamais l'autorité tonitruante d'Arthur. Elle avait formellement et poliment décliné l'invitation au mariage sans aucune explication juste après que la publication Facebook explosive d'Oliver soit devenue virale, j'avais donc naturellement supposé qu'elle s'était simplement rangée du côté du régime familial toxique. J'ai pris avec précaution un coupe-papier, j'ai ouvert l'enveloppe épaisse et j'ai déplié le papier à lettres lourdes. La lettre manuscrite à l'intérieur faisait 3 pages complètes. Elle commençait la lettre en s'excusant profondément pour son silence au cours de l'année écoulée. Elle écrivait que, tout au long de sa vie d'adulte, elle avait regardé mon père et ma mère manipuler émotionnellement, vider financièrement et contrôler entièrement tous ceux qui se trouvaient dans leur entourage immédiat. Elle avouait avec une honnêteté déchirante qu'elle était restée complètement silencieuse toutes ces années simplement par pure lâcheté. Elle avait profondément peur de devenir la cible principale de leur campagne de dénigrement coordonnée et vicieuse. Alors, elle gardait la tête basse, souriait poliment et jouait le rôle de la sœur silencieuse et docile. Mais ensuite, écrivait-elle, elle avait vu exactement ce qui m'était arrivé. Elle m'avait vu me tenir debout sur ce porche et étaler les reçus financiers. Elle avait appris par le réseau familial paniqué les limites juridiques strictes et sans concession que j'avais fixées avec cette avocate d'affaires terrifiante. Elle m'avait vu démanteler méthodiquement leur contrôle absolu sur ma vie, refusant de céder à leurs exigences insensées, refusant de sacrifier mon propre avenir radieux pour financer les caprices infinis de Julien. Ethan, disait le dernier paragraphe poignant, je sais que tu penses actuellement avoir perdu ta famille au cours de cette terrible épreuve. Je sais que le silence absolu de notre côté a dû te sembler être une trahison massive et impardonnable, mais j'ai un besoin urgent que tu saches la vérité absolue. Tu n'as pas perdu une famille. Tu as simplement découvert qui ils étaient depuis le début. Tu as tendu un miroir clair face à leur toxicité, et comme ils ont absolument détesté le reflet qui leur faisait face, ils ont essayé de te briser plutôt que de changer eux-mêmes. Ne t'excuse jamais, pas une seule seconde, de protéger ta paix. Ne t'excuse jamais de protéger ta magnifique épouse. Je suis incroyablement et profondément fier de l'homme que tu es devenu, un homme assez fort pour briser une malédiction générationnelle que j'ai été bien trop faible pour combattre. J'ai lu ce seul paragraphe 3 fois. Cette validation venant directement de l'intérieur de la structure familiale, de la part de quelqu'un qui connaissait les monstres exacts auxquels j'avais affaire, a été la pièce finale et essentielle pour tourner définitivement la page. J'ai pris une punaise et j'ai fermement épinglé la lettre de tante Béatrice sur le tableau en liège au-dessus du bureau de mon bureau à domicile, juste à côté d'une photo de Clara. Cela fait maintenant près de 2 ans que le mariage a eu lieu. Je n'ai pas adressé une seule parole à Arthur, Evelyne ou Julien depuis le jour où Victoria Vance leur a fait signifier ces documents juridiques.
J'ai appris par des bruits de couloirs lointains que la fête de remise de diplôme de Julien s'est finalement tenue dans le jardin étroit et mal entretenu de mes parents, et que ce fut un événement tendu, morose et au budget très serré. J'ai appris qu'ils n'avaient toujours pas réussi à garder un emploi stable, et que mes parents se débattent actuellement avec des dettes de cartes de crédit écrasantes et risquent potentiellement la saisie de leur maison pour maintenir l'illusion de leur train de vie. Mais ce n'est plus mon problème. Ma vie est incroyablement paisible. Ma promotion et notre budget rigoureux ont permis à Clara et moi d'acheter un petit bien immobilier de rendement rentable. Nous passons nos week-ends à faire des randonnées, à organiser des dîners chaleureux pour notre famille de cœur et à profiter sincèrement des moments tranquilles de notre vie à deux. J'ai appris de la manière la plus difficile qui soit que fixer une limite stricte n'est pas un acte d'agression. Fixer une limite est un acte de préservation de soi profondément nécessaire. Lorsque vous arrêtez enfin de laisser les personnes toxiques franchir vos limites et vider vos ressources, elles crient, elles pleurent et elles essaient de convaincre passionnément le monde entier que vous êtes le méchant de l'histoire. Laissez-les crier dans le vide. Leur réaction face à votre limite relève entièrement de leur responsabilité, pas de la vôtre. Vous ne devez absolument pas votre santé mentale, votre salaire ou votre avenir à des gens qui ne vous considèrent que comme une ressource jetable. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne brutale et impitoyable dans le sable pour protéger votre propre paix, votre héritage ou votre santé mentale, pour ensuite les voir essayer de vous détruire par un procès ou une campagne de dénigrement? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument chacune d'entre elles, et votre courage m'inspire à continuer de raconter ces récits. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain voyage. Merci de m'avoir écouté.